Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bonjour à tous, bienvenue dans la nuit des sorties. Petit message avant l'épisode pour vous prévenir que c'est la partie 2 de notre bilan de mi-année. Et donc il est préférable d'écouter la partie 1 qui est sortie il y a une semaine tout pile. Voilà, en vous souhaitant un bon épisode et à bientôt. Non, c'est pas le blockbuster de l'année, mais à partir de là, entre guillemets, bah, les blockbusters, ils ont pas mal marché, quoi. Il y a eu quand même une vague de blockbusters qui marche bien. Ouais. Et pour cet été, on verra comment ça se passe, parce que là, il y a Deadpool qui va arriver, etc. Mais c'est possible que ça recarte, le box-office se porte très bien cet été, quoi. Bah, clairement, bah, là, on le voit avec Vice Versa 2, hein, qui a déjà atteint le milliard, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment... Bah voilà, on peut parler... C'est le premier milliardaire, hein. C'est le premier... De quoi ? Ouais, c'est ça, Vice Versa 2, voilà, très belle transition. Mais ouais, Vice Versa 2 atteint le milliard, le premier film de l'année. Enfin, voilà, on s'attendait au carton, peut-être pas un carton aussi immense, pour le coup, parce qu'il se dirige vers les 1,4-1,5 milliards de dollars au box-office, donc ça, c'est fou, quoi. Ça serait niveau Barbie. Ouais. Donc voilà, et ouais, bah là ça va confirmer Pixar dans des suites, ça va enfermer Pixar dans des suites pendant longtemps, mais oui, le film démérite pas totalement, hein. Voilà, nous on a fait une critique, on était plutôt enchantés par le film, même s'il est sur tous les aspects moins bien que le premier. Mais ouais, quoi, Pixar qui était dans une passe un peu compliquée plutôt par les choix pour moi de Disney plutôt que le public qui se détourne d'eux. Pour moi, c'est Disney Disney Pixar qui ont un peu déconné sur les sorties des films, les sorties plateformes, etc., qui ont un peu détruit des films malheureusement. Mais là, oui, du coup, ils reviennent un peu en grande forme. Avec ce film-là, et voilà, Disney qui était un peu dans le mal l'année dernière, bah là ils vont pas mal se relancer potentiellement avec Deadpool qui arrive et potentiellement Alien Romulus, et voilà, Mufasa à la fin d'année, on verra comment ça se passe, mais ouais, pour ce début d'année, voilà, c'est plutôt un gros carton, quoi. Oui, il y a Moana 2 qu'on s'attend aussi à ce qu'il fasse un truc pas trop mal en fin d'année au niveau des ventes. C'est au niveau des vues de trailer, je crois. Il a eu beaucoup de vues sur le trailer, donc il y a peut-être celui-là qui va peut-être aussi pour créer la surprise, quoi, sur le box-office. Moana 2. Donc ouais, Disney, alors qu'ils ont fait... C'était catastrophique l'année dernière, hein. On avait fait un bilan du box-office de l'année dernière. Il y avait 4 films Disney dans les pires flops, je crois, sur 5. Ouais, là, ils sont en train de se rattraper, puis le Deadpool et tout. Donc c'est dommage, parce que l'année dernière, c'était leur 100 ans, c'était l'anniversaire. Ils ont fait un énorme flop. Là, par contre, ça va reprendre vraiment. Par contre, je crois que cette année, c'est les 100 ans de Sony, et Sony fait quelques flops. Donc, je sais pas. Ça va être très compliqué. Et ensuite, on a eu le blockbuster un peu d'horreur. Notre dernière critique, c'était Sans un bruit jour 1, qui cartonne aussi pas mal au box-office. Donc voilà, c'est le retour des cartons. Et ouais, qui était une suite que moi, j'étais un peu partagé, voilà, sur le film, un peu partagé bon, le film a un peu le cul entre deux chaises et ça se sent. Oui. Et voilà, encore une saga avec un préquel, ouais. Ouais, après, on comprend certaines personnes qui sont un peu fatiguées. Mais le film a l'air de plaire à beaucoup de gens le défendent. Donc voilà, et l'approche intimiste un peu du film les séduit peut-être. Ouais, bah, je peux comprendre. Enfin, moi, je l'ai pas détesté non plus. J'ai même trouvé plutôt ça sympa. J'ai pas passé un mauvais moment et tout. Mais j'étais déçu du final, surtout. Bah, je disais, hein, moi, en gros, je crois, il dure 1h30, 1h40, je sais plus. Mais j'avais beaucoup aimé la première heure du film. Et sur la fin, les 40 dernières minutes, je suis beaucoup moins dedans. Et je me suis un peu ennuyé, quoi. Donc, ouais. C'est pas un mauvais film, mais ouais, je suis sorti mitigé, quand même. Et voilà, et là, alors on vous en parle. Moi, Moche et Méchant 4 est déjà au top du box-office, on l'a pas encore vu. De toute façon, bon, nous, on n'est pas fans de Moche et Méchant. Mais voilà, donc le box-office de cet été est pas trop mal. Le seul film qui va peut-être, peut-être, c'est sûr, va faire un flop, c'est le film de Kevin Costner, Horizon, une saga américaine que je suis parti voir et qui dure 3 heures et qui est un des pires films que j'ai vu cette année parce que c'est une bande-annonce de 3 heures pour le film d'après, qui sera peut-être une bande-annonce pour le film encore d'après puisqu'il compte faire 4 films. Voilà, c'était très compliqué. Voilà, le film est pas très beau. Le film n'est pas du tout développé. Il a 50 000 personnages et tout. C'est vraiment une série télé sur grand écran et c'est horrible, quoi, pour le coup. Enfin, vraiment, je vous le déconseille d'aller le voir. C'est vraiment un calvaire, quoi. Bah déjà, je sais pas, vu que ça flop, est-ce qu'il va pouvoir faire les parties 3 et 4 ? Je suis même pas sûr, quoi. Il va faire la 1 et 2, c'est sûr, parce que la deuxième partie a une date, mais
les suites. Le 2, il a fini de tourner et le 3, il le fait, là, actuellement. Ah, d'accord, Donc, ok. il y aura au moins le 3. Maintenant, le 4, ça va être compliqué. Mais il faut savoir qu'il sort de son propre argent beaucoup. Ouais, Kevin ok. Costner. Donc voilà, mais le four, ils sont immenses, quoi, parce que les films ont coûté 100 millions, hein, quand même. Mm. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Mais ouais, moi, je pense qu'il est temps de prendre sa retraite. Pépé. Ouais, ou il aurait peut-être dû sortir ça sur une plateforme, peut-être. Oui, de toute façon, ou en série, ou voilà, faire une série, parce Mm. que là, au cinéma, on sent l'influence série Yellowstone et tout dans son travail je trouve ça horrible, quoi. Et ouais, on va peut-être parler un peu du box-office cette année qui a été très variable, surtout au niveau du box-office américain, parce que dans les films qu'on vous a fait, il y a eu des films qui ont bien marché. Je pense à Dune 2, Godzilla, X-Kong, Kung Fu Panda 4, etc. Et jusqu'à maintenant, Vice Versa 2 et tout, là où il y a un gros truc, mais il y a eu quand même beaucoup de flops. Madame Web, Furiosa, The Fall Guy et tout. Donc c'est assez, voilà, le cinéma américain, là, il enchaîne flop et réussite, un Ouais. peu surprise. Et c'est très compliqué. Et ça s'est ressenti au niveau du box-office parce que par rapport à l'année dernière, on est un peu en retard. Voilà, au niveau du box-office de l'année dernière, qui était un peu un regain par rapport à tout le Covid. Parce que voilà, il a fait l'année dernière, 2023, il fait plus d'entrées que l'année 2022. Et voilà, la reprise a été compliquée. Mais là, on se disait que ça reprouvait une tendance. Et ouais, ce début d'année, il était très très compliqué parce que y a un article qui montrait que en fait, c'est pas les films français, comme on va voir juste après, qui ont baissé vraiment au niveau du Ouais, box-office ce que en j'allais France. dire, ouais. Ouais, ce que j'allais dire. C'est vraiment les films américains Ouais. qui n'ont pas trop cartonné ou même qui ont été absents, parce qu'il y a beaucoup d'absents. Voilà, il y a beaucoup moins de films de super-héros. Là, on s'en rend compte, on en a vu Ah qu'un. oui, ça c'est dû aux grèves aussi, bien sûr. C'est ça, c'est dû aux grèves et il y a une restructuration, par exemple, de Warner Bros. Et De d'un Marvel. nouvel univers et de Marvel également, voilà, qui a un film seulement de sortie cette année. Et du coup, il nous reste le Sonyverse, donc malheureusement. Et voilà, mais ouais, du coup, le box-office se passe pas trop mal là ces dernières semaines. Mm. Donc on espère que la tendance va continuer. Et on espère rattraper notre retard sur le box-office de l'année dernière, quoi. Bah, il y a moyen avec Deadpool qui arrive dans 2 semaines, je crois. C'est ça, ouais. Mais ouais, avec ça, qui arrive dans 2-3 semaines, là, ça va faire des entrées, je pense. Et puis après, il faut voir, tu parlais tout à l'heure de Alien Romulus, et puis après, il y a encore des trucs en fin d'année, Moana 2, Le Roi Lion, Joker. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver, et ça va peut-être pour réussir à rattraper l'année dernière, ouais. Et on a eu quelques films moyen budget, parce que faut savoir que les moyens budgets n'existent plus trop aux États-Unis. Voilà, on a eu quelques-uns cette année, donc Civil War par exemple. Mais c'est vrai que bon, les films moyen budget à entre 30-60 millions de dollars, ça n'existe plus trop. Mais il y en a eu quand même quelques années qui ont cartonné. On a eu le film Tout sauf toi, voilà, qui est plutôt un petit budget qu'un moyen, parce qu'il a coûté quand même 30 millions pour une comédie romantique, et qui s'est vendu exclusivement sur ses acteurs, voilà, et qui a cartonné, mais ouais. vraiment. Parce qu'il a fait 10 fois son budget, il a fait presque 300 millions quand même. Mais je crois qu'il n'y avait pas une trend TikTok sur ce Il y a eu une trend film-là. TikTok, voilà, on sait que les trends TikTok, ça fait amener du monde et les jeunes surtout au cinéma. Voilà, mais c'est un film qui s'est vendu uniquement sur Sydney Sweeney et Glenn Powell quasiment, et bah il a cartonné assez rapidement. Voilà, le film n'a pas coûté très cher, mais ça a été quand même un des films les plus rentables de l'année. Donc on va pas dire que le star system est de retour, etc. Mais quand même, il y a quand même eu ce phénomène-là qui est à noter, quoi. Et le film est lambda au possible et inintéressant, mais le phénomène que ça a créé, même sur TikTok, etc., c'est assez fou, quoi. Ouais, étonnant. Mais bon, au moins, ça fait un succès pour Sony, quoi. Ils iraient faire avec Spider-Verse, ils ont ça. Ils ont des comédies nulles. C'est ça. Voilà. Et on a aussi un autre succès surprise qui est encore un peu plus fou. Celui-là, c'est Monkey Man. Il a pour le coup. fonctionné, Monkey Man. Plutôt, parce qu'il a coûté même pas 10 millions. Il a coûté même pas 10 Ah, millions, et je crois qu'il a oui, rapporté entre 30 et 40 millions. Enfin voilà, il s'est remboursé. Et le film devait sortir sur les plateformes à la base. Il devait pas sortir au cinéma, on le rappelle. C'est Netflix, je crois, voulait pas le sortir. Et c'est Jordan Peele qui a un peu sauvé le film aussi, qui a réussi à le sortir au cinéma. Le film de Dev Patel, et ça a été plutôt un beau succès. Et le film a fait beaucoup parler. Moi, je trouve que les gens ont fait un peu trop avec le film, mais il y a quand même des séquences d'action héritées de John Wick, etc., qui étaient pas trop mal, quoi. Il y avait des idées, et même de montrer un autre pays comme l'Inde, etc. C'était vraiment pas mal. Voilà, malheureusement le film est sorti genre une semaine après sur les plateformes, un truc comme ça. Ouais. Il est pas resté longtemps à l'affiche, voilà, mais c'était un truc assez spécial qui est sorti, voilà, vraiment des réalisateurs et des producteurs qui se sont battus pour le sortir au cinéma, et le film a été plutôt rentable, donc c'est à saluer quand même. Bah ouais, bravo à Dev Patel pour avoir fait son film. Il voulait à tout prix le faire et ça a pris, donc ouais, bravo à lui. Malheureusement, il y a des films de moyen budget qui ont moins marché cette année, Ista.
Oui, mais il y a Drive Away Dolls, donc le film de... C'est Ethan Cohen Je crois que c'est lui. C'est Ethan Cohen, c'est voilà, un des frères Cohen. Et évidemment, ça n'a pas pris du tout. Et c'était un film sur des lesbiennes, un peu comme Love Lies Bleeding, il me semble. C'est ça, sauf que ce film-là est beaucoup moins bien. Ouais. Sauf qu'il était vraiment, il y avait vraiment des fautes de goût. Il faut vraiment qu'il se remette avec son frère, quoi. Mais Ouais. c'est vrai que ça n'a pas du tout cartonné ces films-là. Et on peut citer d'autres films qui se vendaient un peu sur leur casting, qui n'ont pas très bien marché. Et je pense à Challengers et The Backriders, qui ont un budget assez similaire. Challengers, soit c'est 50 millions. Backriders, peut-être un peu moins. Il n'a pas fonctionné, Challengers, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, par contre, Challengers. Alors, ça a été un petit phénomène sur les réseaux sociaux, quand même, Bah Challengers. Mais il a rapporté même pas 100 millions, je crois, à l'heure actuelle, pour Écoute. 50 millions. Ah oui, ok. Ouais. De budget, donc c'est pas foufou. Mais c'est vrai qu'il y a eu un phénomène autour du film, et moi, c'est un de mes films que j'ai beaucoup aimé cette année, qui a un côté un peu kitsch à certains moments. Donc, il y a des gens qui ont trouvé ça nul, et des gens qui ont trouvé ça super. Mais je conseille vraiment les gens de regarder le film, parce que c'est pas une comédie romantique comme on pourrait le croire là autour du tennis. C'est vraiment un vrai duel, quoi. Mais je peux pas l'expliquer comme ça. Mais les relations entre les personnages sont hyper intéressantes. Les acteurs jouent super bien. Et encore une fois, il y a 3 acteurs dans le film qui sont des étoiles montantes. Bah, Zendaya, on l'a vu cette année avec Spider-Man, Dune 2, etc. Voilà. Mais aussi McFeist, pardon, et Josh O'Connor, voilà, qui sont des étoiles montantes, et McFeist qu'on retrouve dans The Backriders, qui lui s'est beaucoup vendu sur son casting avec Austin Butler, la star montante encore une fois, Tom Hardy, etc., qui a été un échec. Bon, je pense à un film de bikers en 2024, c'est peut-être pas le truc qui attire le plus le monde. Ouais. Voilà, on va pas se mentir, c'était le retour de Jeff Nichols d'ailleurs, c'est un peu dommage, et voilà, mais il y a eu quand même quelques échecs des films moyens cette année, quoi. Il y en a toujours un, chaque année, il y en a des comme ça. Et bon. C'est que Backriders m'intéressait un petit peu, mais je l'ai pas vu. Déjà, il est pas sorti dans toutes les salles près de chez moi. Donc, déjà, il y a un truc où c'est un peu compliqué de les voir aussi, les films là, plus compliqué de les voir que des films à gros budget. Donc, ouais. Ça m'étonne pas vraiment, je t'avoue, qu'il est floppé. Avant de clôturer la partie cinéma, on va peut-être s'attarder un peu sur les films d'horreur cette année. Voilà, très rapidement, parce que c'est jamais très intéressant, les films d'horreur américains, je pense, pour tout, parce qu'on a eu les films Blumhouse, style Night Swim au début d'année, qui ont été horribles. On a eu un film qui s'appelait Les Intrus aussi, qui était en plusieurs parties. Il y a eu plein de films génériques comme ça, Abigail, un peu décomplexés, mais qui n'ont pas du tout marché, qui sont pas très intéressants, donc on va pas s'attarder dessus. Mais on a eu quelques films qui sont sortis cette année, qui ont bien marché, et surtout, il y a un truc de le retour de la violence au film d'horreur qu'il y a depuis quelques années, et là il y en a quand même pas mal qui plongent dedans. Je pense à La Malédiction, les origines, qui est sorti cette année, qui est assez violent, et When Evil Lurks, qui est un film de festival qui a énormément marché, qui est extrêmement un peu gore, hein, dans le body horror, qui est assez dérangeant et qui a plutôt bien marché, qui est un des meilleurs films d'horreur cette année. Et voilà, c'est à noter aussi ces films-là. When Evil Lurks, il a fait quand même pas mal d'événements dans les festivals, et je le conseille vraiment aux gens qui ont évidemment pas peur d'être poussés par certains trucs. Il est vraiment hyper intéressant comme film. D'accord, ok. Mais moi, La Malédiction d'origine, il m'intéresse un peu. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai envie de le voir. Donc, je pense à ce jour. Ouais, mais il est hyper parce qu'il y a eu le film La Malédiction il y a des années, il lui ressemble pas tellement. Voilà, c'est pas un film grandiose, mais il y a des scènes assez marquantes, assez qui détonnent beaucoup des films d'horreur que j'ai vus ces récentes années. Voilà, et ouais, je le conseille aussi, et ça parle encore de nonnes, et pour Mais c'est vrai que c'est un peu la mode. c'est un peu la mode, parce qu'on a Immaculée, qui c'est l'horreur nonne, je sais plus comment ils appellent ça, la non-exploitation. Mais t'avais raison sur celui-là, c'est vrai. Oui, Sidney Sweeney l'a produit et tout celui-là, clairement. C'est ça, Immaculée, qui s'est remboursé aussi, qui a pas coûté très cher, hein. Voilà, et qui a réussi à se rembourser, et oui, qui était vendu exclusivement sur Sidney Sweeney. Voilà, c'était un petit budget, il a réussi à se rembourser. C'était pas si horrible que ce qu'on aurait pu penser en voyant la bande-annonce, etc. Il y avait quand même des passages assez flippants, etc. Mais c'était pas non plus le film de l'année. Il y a aussi le film de la fille de Shyamalan, Les Guetteurs. Ah oui, mais ça a floppé de fou, ça. C'est un ratage total, qui était un flop, mais surtout, le film est pas très bon mal du noté tout. aussi. Ouais. C'est un sous Shyamalan, mais fois 100, quoi. Et on a quelques films au cinéma français, Ista, qui ont cartonné cette année, parce que le cinéma français se porte pas si mal que ça, même si on pourrait le croire. On a eu quand même 2 films qui cartonnent et explosent tout au million d'entrées, Ista.
Oui, alors je suppose que tu passes un petit truc en plus dont on n'arrête pas de parler quand on fait la chronique box-office. Qui a fait un énorme succès surprise, parce qu'on s'y entendait pas forcément, mais qui est en train de devenir là pour l'instant, c'est le film qui est le plus entré en France depuis le début de l'année. Le film de Artus, donc qui parle du handicap, quoi, parce que c'est je crois que c'est un braqueur qui se retrouve accompagnateur de personnes handicapées. Il se retrouve à ce niveau-là, il se fait passer lui pour un handicapé. C'est ça un peu le truc. Et oui, c'est un genre de film rassembleur un peu, tu sais, peu importe quels sont vos points de vue politiques, etc. C'est un peu un film qui rassemble un peu donc on a eu plusieurs films comme ça qui ont pas mal marché, tu sais, ce genre de comédie. Et ouais, par contre ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas une qui avait cartonné à ce point-là, parce que là le film va dépasser les 10 millions de... Ouais. J'ai entendu que ça a dépassé La Famille Bélier. Ouais. Et c'est, là, celui qui doit dépasser, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je crois. C'est ça. Donc il a une belle carrière devant lui. Il a bien tenu le cinéma cette année. Et il y en a un autre aussi qui est actuellement au cinéma qui pète tout. Ouais, c'est Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, le blockbuster à la française, qui est scénarisé par la même personne qui ont fait Les Mousquetaires, les 3 Mousquetaires, dont on avait parlé l'année dernière, partie 1 et 2. Il a fait. J'ai vu les chiffres tout à l'heure, mais oui, c'est quoi, près de 2 millions de personnes en 9 jours, quelque chose comme ça. C'est ça. Le film est déjà à 2 millions d'entrées. Donc c'est assez fou quand même comme histoire, et à la choc, on va choquer tout le monde, et le film est plutôt bon. Il est plutôt bien fait, contrairement aux 3 Mousquetaires partie 1 et 2 là qu'on avait pas très aimé nous deux, mais là pour le coup c'est vraiment un film qui est vraiment de bonne facture, quoi. Je conseille vraiment les gens d'aller voir. On a vraiment fait un blockbuster français qui se tient bien. Après c'est pas le meilleur film de tous les temps, mais tu vois, je me dis, tu vois, les blockbusters qu'on a eu cette année, France, États-Unis confondus, c'est un des meilleurs que j'ai vu cette année. D'accord, ok, clairement. Non mais vraiment, il est vraiment plutôt bien fait, les acteurs sont plutôt bons, les maquillages, les décors, le film il a une super photographie, et il est plutôt bien réalisé, il y a vraiment des scènes assez bluffantes, donc ouais, c'est plutôt pas mal, quoi. Et j'en suis le premier surpris, pour le coup, toi. Tu croyais pas du tout, toi. Ah non, j'y croyais zéro, et là pour le coup c'était pas trop mal, quoi. Et j'ai quelques recommandations à faire quand même cette année, avant de passer aux séries. J'ai un film qui s'appelle Les Chambres Rouges, que j'ai vu cette année, qui est un film canadien, qui parle un peu des tueurs en série, de la fascination que certaines personnes ont pour les tueurs en série. Et c'est un film hyper spécial que j'ai vu, et assez radical, et qui m'a mis dans un malaise et dans une tension dans laquelle j'ai rarement été. Donc je vais pas trop vendre le film, parce que j'ai envie que les gens le voient sans... savoir vraiment ce qu'ils vont voir, parce que c'est un film qui peut être assez dur, mais c'est un film qui est hyper dur à regarder, mais qui ne montre rien. C'est-à-dire que le film ne montre rien de violent, c'est très évocateur, ça se fait beaucoup avec l'audio par exemple, et ça marche super bien, quoi. Et je trouve que le film est hyper bien mis en scène, hyper stressant, hyper tendu, et c'est un de mes coups de cœur de l'année pour l'instant, hein. Ouais, tu m'en avais parlé, effectivement, je l'ai pas vu, mais j'ai très envie de le voir. On a aussi un ami qui l'avait regardé, il me semble, et qui avait beaucoup aimé, donc en tout cas, tous les retours étaient très bons sur ce film. Et pour rester sur le cinéma un peu canadien, je citerai Vampire Humaniste sur Suicidaire Consentant, qui est une genre de comédie horrifique, un peu un coming of age d'une vampire qui va devoir passer à l'âge adulte, et c'est très drôle, c'est très bien fait, c'est très touchant, et ouais, c'est encore le cinéma québécois, donc ça marche plutôt bien, et je vous le conseille également. Et je vais vous conseiller également un autre film qui s'appelle La Jeune Fille et les Paysans, qui est un film d'animation par ceux qui ont fait La Passion de Van Gogh, et tu sais, chaque image est peinte, tu sais, par une technologie assez spéciale, où ils font eux-mêmes les tableaux du film, en fait, tu vois, c'est un parti pris assez spécial, et oui, ça raconte, on va suivre un village, et plus précisément une jeune fille dans un village polonais du 19e siècle, et on va voir un peu tous les problèmes un peu social, et ça fait, il y a un parcours un peu féministe dans le film et tout, et le film est incroyablement bien réalisé, et visuellement vraiment bluffant. Moi je le conseille vraiment, ce film, et pour tous ceux qui aiment bien l'animation, comme toi, Ista d'ailleurs, et je vous le conseille vraiment, parce que c'est un super film, quoi. Voilà, j'ai fini ma séance recommandation. Bon, avant d'aller en série, on va peut-être parler des films en streaming cette année. On va dire que ça rattrape pas le niveau des années précédentes, Ista. Non, effectivement, même si, effectivement, il y a eu Atlas, là, le film avec J-Lo, qui paraît est très très mauvais. Moi, il y en a plein que j'ai pas regardé, parce que en fait, j'ai un problème avec Netflix. Je trouve leurs films assez, souvent pas très ouf. J'avais vu des Salaires de la peur, donc les remakes du vieux film. Oui, ça avait l'air catastrophique. Ça va faire. Ouais.
Le flic de Beverly Hills qui vient de sortir, bon, ça n'a pas des très bons retours. Et puis on a parlé de Rebel Moon partie 2 aussi, qui pour nous, partie 1 c'était l'année dernière, mais partie 2 cette année, qui a été pour nous complètement catastrophique. Hein. Ouais, un des pires films de l'année. Voilà, clairement. Ce serait pas étonnant qu'il tombe dans notre top de fin d'année, à la fin de l'année. Ouais, la plupart des films qu'on a eu chez Netflix, franchement, c'est pas fameux, à part peut-être Le Cercle des Neiges, je crois qu'il y a eu des très bons retours. Ouais, ça avait bien commencé parce que encore une fois, c'était un auteur qui était chez Netflix, donc c'est un bon réalisateur, donc c'était Bayona qui a fait un film qui était plutôt vraiment pas mal, quoi, qui s'appelle Le Cercle des Neiges, voilà. Sur les survivants d'un crash, voilà. Mais ouais, après ça, c'était fini, quoi. Enfin, il y avait que des films Damsel là, avec Millie Bobby Brown, des films hyper quadrillés, en fait, qui racontent pas grand chose, qui sont pas visuellement intéressants, tu sais, c'est toujours les mêmes films de plateforme, en fait, tu vois, et qui coûtent des prix. Enfin, Rebel Moon, Atlas, etc. On a vu les prix, des trucs à 150 millions, et quand tu vois l'image, c'est terrible, quoi. T'as l'impression que ça vaut pas du tout son prix. Hein. Bah c'est ça, ouais, c'est compliqué. Hein. Et voilà, et comment ne pas parler aussi de Sous la scène, ça fait beaucoup parler. L'un des films qui était horrible, mais voilà, Netflix il fait un film blockbuster français, la catastrophe était annoncée dès le début du projet, quoi. Tu sais, il y avait même pas, c'était sûr, quoi. Bah oui, complètement. Après moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a trouvé sympa. Mais bon, écoute, je pense que c'est le concept qui a fait rigoler, quoi. Le requin sous la scène, c'est un peu marrant quand même. Il y a peut-être un truc nana un peu second degré, mais moi j'ai même pas osé le regarder, je t'avoue. Oui, mais le film il a cul entre deux chaises encore une fois, donc c'est même pas un nanar à fond poussé, donc non, c'est pas très intéressant, quoi. Ok. Et voilà pour le cinéma. Qu'est-ce que t'attends toi au cinéma cette deuxième partie d'année, toi, pour le coup? Bah Deadpool quand même, parce que moi je suis un gros fan de Marvel, donc Deadpool c'est quand même une grosse attente pour moi. Tout ce qui est comic book movie, hein, Joker aussi, Joker Folie à 2. Alien Romulus, parce que je suis aussi un très grand fan de la licence. J'ai très envie de voir ce que ça va donner, même si j'ai peur que ce soit très gore. Je sais pas si je vais aimer. Après je sais pas ce qui reste, faudrait que je regarde le planning exactement, mais là de tête c'est vraiment les trucs qui me viennent. Il y a quoi en fin d'année, c'est Mufasa pour Disney, ça je suis pas sûr, quoi, je suis pas très convaincu. Chez Warner, je sais plus ce qu'il y a, à part Joker 2, quoi. Il y a Joker 2, il y a Gladiator 2 aussi, mais je sais pas si c'est Warner, mais Gladiator 2, non, je crois que c'est Universal Gladiator 2. Je suis plus sûr exactement. Mais je suis un peu curieux Gladiator 2 en vrai quand même. Ouais, les images peuvent donner envie. Après, moi, je trouve que le film a pas besoin de suite, et il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a Beetlejuice aussi 2 là qui sort, et ça me. Toi, ouais, mais là, moi, je suis très, je suis pas du tout convaincu par la bande-annonce, où je trouve qu'il y a une luminosité très. Oui. Film, enfin, il n'y a pas du tout l'ambiance des Burton des années 90. Oui, t'as l'impression que c'est Burton sans âme, quoi. Ouais, c'est ça, Burton sans âme, mais tu sais, ça fait film Netflix, en fait, je trouve. Dans la colorimétrie et tout ça. Après, il faudra voir le film, mais bon, après, Tim Burton, ça fait 20 ans qu'on attend, quoi. Donc voilà, moi, j'ai pas trop de films que j'attends. Joker 2, quand même, j'ai quand même envie de le voir, parce que j'avais plutôt bien aimé le 1. Après, le 2, va sûrement avoir le syndrome de ça avait pas besoin d'être fait, et voilà, ça a été fait pour l'argent, etc. Mais on jugera avec nos propres yeux. Et j'ai une petite fascination pour Megalopolis, qui s'est fait défoncer, là, le dernier film de Francis Ford Coppola, mais j'ai vraiment envie de voir le film, tu sais, genre pour vraiment voir ce que ça donne. Ouais. Pour le coup, un petit peu une fascination un peu morbide. Ensuite, Deadpool, quand même, je vais aller le voir. Après, moi, j'aime pas Deadpool, je suis pas fan du tout, et je pense que le film va pas me plaire, mais bon, ça va être un événement, donc voilà, je vais y être. mais voilà, moi, mes plus grosses attentes, c'est surtout Alien Romulus, que j'attends vraiment l'année prochaine, là, dans un mois, qui me hype. En fait, plus ça avance, plus ça me hype. Pour le coup, donc je suis assez, voilà. Et le film Seigneur des Anneaux, mais j'attends de voir une bande-annonce. Oui, j'allais placer aussi. Parce que je suis pas sûr du style, est-ce que ça va me plaire ou pas, mais voilà, j'attendrai de voir la bande-annonce, etc. Mais de toute façon, je serai là pour le voir, le film. Ouais, on a eu des visuels, clairement. Ouais. Mais ouais. Puis il y en a un autre. Il y a Sonic 3, parce qu'il y a Shadow. Ouais, allez. je serai là Day One, mais bon, ouais. Je vais pas dire que c'est une grosse attente de ma part. Ensuite, on va passer à la dernière partie de ce bilan, c'est les séries. C'est les séries de l'année, enfin ouais. les séries de l'année, les séries de la mi-année. Toi, globalement, les séries, est-ce que t'es plutôt satisfait du côté série? Comment dire? Est-ce que je suis satisfait du côté série? Il y en a une que j'ai adorée, vraiment, qui est vraiment un mes coups de cœur de l'année, qui est peut-être le truc que j'ai vraiment adoré le plus cette année, c'est X-Men 97.
X-Men 97 a été vraiment un coup de cœur. Voilà. Après, pour ce qui est des autres, là, sur Disney+, on a eu Echo. Il y avait un problème où on avait l'impression qu'il y avait 2 séries en une, mais il y avait des moments sympas que j'aimais bien, notamment les combats un peu street level, celui qui raconte Daredevil au début de la série, puis un autre dans une salle d'arcade que j'ai trouvé plutôt cool. Mais après Echo, oui, moi aussi, c'était le premier truc qu'on avait fait cette année, mais il y a un peu cet effet-là Disney+, où t'as l'impression que d'un côté, ils te sortent des trucs calibrés, pas forcément hyper intéressants, avec, tu sais, très peu d'épisodes, des trucs pas très... Voilà, Echo, je trouve que c'est pas très intéressant, ça racontait pas grand-chose. Ouais. Comme un peu Acolyte, qui est sorti, là, qui sort récemment, en ce moment où on parle, où je suis pas très convaincu par ce qu'ils font. C'est très calibré, c'est très académique, et c'est pas... Tu vois, c'est... Ça fait très... comme ils ont fait ces dernières années, un peu un film découpé. Oui, ça marche pas vraiment, et c'est un peu des séries qui souffrent du manque de showrunner, je pense, tu sais, du manque de writers room, etc., tu vois. Ouais. Et c'est un peu l'ancienne direction de Disney qu'ils avaient fait pendant quelques années, et là qu'ils ont changé, mais de toute façon, voilà, les changements, on les verra un peu plus tard. Mais là, c'est un peu ces séries-là qui souffrent un peu d'un manque de direction claire, et oui, d'un manque de... Non, mais après, tu dis Disney, mais c'est surtout Marvel qui s'est remis en question là-dessus. Lucasfilm, je suis pas sûr qui s'est remis en question sur ce truc-là. C'est possible, ouais. Mais après, j'ai mis par extension Disney parce que je me dis peut-être ils ont... Ouais. Voilà, mais effectivement, tu fais bien de le noter. Et ouais, c'est un peu du 1/2 pour moi, Disney+, parce que autant Echo, j'ai trouvé ça calibré, pas très très intéressant, pas horrible, mais voilà. Mais pour le coup, tu vois, ils ont sorti Shogun, qui est une série, une des meilleures séries je pense que j'ai vu cette année. Qui est super. T'as l'impression que c'est pas eux qui l'ont fait, quoi. C'est déjà une série un peu violente, qui a un vrai respect du Japon, des traditions japonaises, qui est vraiment le souci du détail, et pour vraiment t'immerger dans cet univers, vraiment de vraiment essayer de reproduire un Japon traditionnel, la manière de parler et tout, la langue est très importante, et c'est vraiment une série qui m'a pas mal marqué à ce niveau-là, quoi, avec des personnages assez forts. Bon, malheureusement, ils ont annoncé une saison 2 qui est pas nécessaire, donc voilà, parce qu'on est chez Disney, mais bref, vraiment, il y a vraiment eu un tour de force avec Shogun, et même l'événement s'est créé de lui-même, parce que c'était pas une série qui était qui devait potentiellement être un énorme succès, voilà, et le film, la série a fait parler, a eu bouche à oreille, et a été le succès qu'on connaît maintenant, quoi. Ouais, bah clairement. Et toi, t'avais plutôt bien aimé aussi Shogun. Shogun, ouais, j'ai beaucoup aimé Shogun. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'était une série qui est chouette. Bah, je l'attendais, moi. Tu sais, j'en parlais déjà avant que ça sorte. Je te disais, moi, que c'est un truc que j'attendais. Le trailer m'avait bien plu. Et puis, ouais, il y a eu des personnages vraiment attachants. Ce que ça racontait, c'était chouette. Juste un peu du final, mais parce que je m'attendais à une grosse bataille. C'est pas ce qu'il y a eu du tout. Mais ouais, c'était quand même des super personnages. L'histoire était quand même chouette. Des moments choquants, des moments marquants. Une bonne DA, avec les samouraïs, les villes et tout. Non, vraiment, c'était cool, quoi. C'était vraiment chouette. Je pense qu'en série live action, c'est peut-être ma préférée qu'on a eu cette année. Si on parle de live action. Parce que toi, ce qui t'a marqué, c'est X-Men 97. Voilà. Une des meilleures séries Marvel qu'on ait eu depuis le début. Ouais. Non, mais je veux dire, il y en a eu qui étaient pas trop mal, tu vois, Loki ou... Ouais, mais je trouve X-Men au-dessus, moi je mets X-Men au-dessus, clairement. Oui, mais je veux dire, c'est que les récentes séries Marvel, ils ont pas très convaincu, on va pas se mentir. Ouais, bah après, Loki saison 2, c'était il y a pas si longtemps. Loki saison 2, c'est pas si longtemps, mais même Loki saison 2 a pas été un peu... Tu vois, était pas... Les gens pourraient même moi, j'ai trouvé la saison beaucoup moins bien. Mais ça dépend, parce que le final de la saison 2, par contre, est super de Loki, quoi, donc... Ouais, mais toute la saison, il y a eu quand même... première moitié était compliquée, ouais. Et je veux dire, elle a beaucoup plus divisé que la saison 1, tu vois, je trouve la saison 2. Et bon, après, il y a eu Secret Invasion avant, Secret Invasion qui était pas du tout convaincu, etc. Donc ça a été compliqué ces dernières années. Mais là, oui, c'est une série qui est hors du MCU, entre guillemets, hein, enfin, complètement. Dans le multivers, mais voilà, qui est pas du tout connecté aux autres trucs. Et ouais, le revival a super bien marché. La DA, les gens, ils ont été contents de retrouver les X-Men et de retrouver une vibe qu'on a pu maintenant, quoi, les années 90, néon, tout coloré, etc. Et il faut le dire, la série est super bien écrite. La série est super bien écrite, utilise super bien ses personnages, quoi. Bien sûr, mais en fait, ils ont joué un peu avec leurs spectateurs en mode au début, comme tu disais, la vibe années 90, les VHS, les machins.
Mais au milieu de la série, enfin de la saison, il y a un gros twist qui ramène plus vers les années 2000, je dirais, dans un truc plus sombre, plus avec plus de désespoir et tout, je dirais. Voilà, moi je trouve que c'est du génie et que ouais, j'ai vraiment adoré cette saison là. Et puis aussi le fait qu'il y en a, ils ont dû être choqués parce que Wolverine n'était pas très très mis en avant comparé au film. Et ouais, non, moi c'était vraiment. Et puis il y a un truc aussi, c'est qu'on dirait, enfin, ça a vraiment le format d'une vraie série comparé à ce qu'on disait sur The Acolyte, sur Echo, etc., où on a l'impression d'un film divisé en plusieurs parties. Même Loki, il y a un peu ce truc-là aussi, moi je trouve, d'un film divisé en 6 épisodes. Ouais. Et X-Men 97 n'a pas du tout ça. Pour moi, X-Men 97, c'est clairement un truc, tu te dis, il y aura une saison 2, il y aura une saison 3, il y aura une saison. Enfin voilà, ça a vraiment le format d'une série, c'est 10 épisodes. En plus, il y a des épisodes longs pour une série d'animation. Sur Disney+, c'est quand même pas commun. Donc ouais, non, moi, gros coup de cœur X-Men 97. Mon coup de cœur de l'année pour l'instant, je pense. En termes de série, ouais. Ouais, moi aussi, voilà, je pense que t'as un peu tout dit. On a senti la passion. Mais oui, moi, clairement, comme toi, c'était une surprise même, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, et effectivement, ça a plutôt bien marché sur moi, voilà, et c'était une des meilleures séries que j'ai vues cette année aussi, clairement. Mais c'est ça qui est bizarre avec Disney+, c'est qu'ils enchaînent des trucs un peu osef et en même temps des projets. Mais c'est un peu les projets un peu de leur côté, tu sais. C'est moins Shogun, c'est un peu une adaptation d'un truc un peu plus obscur. X-Men 97, c'est un peu un truc de son côté, tu vois. Ouais, puis il y a The Bear aussi sur Disney+, hein, parce que c'est une série Hulu. C'est The Bear, oui, aussi, tu vois. Les trucs un peu de leur côté, ça marche plutôt bien. Enfin, quand il y a un showrunner, de toute façon, tout simplement aussi, avec une vraie direction, bah ça marche en fait. Et je pense que voilà, c'est ce qui manquait peut-être à certaines séries Marvel. Voilà, une vraie direction claire. Et penser comme une série, quoi. Voilà. Ouais, bah ça, j'attends de le voir dans Daredevil Born Again, parce qu'ils en parlent un peu comme un truc qui ferait un revival un peu dans le sens de X-Men 97 avec la série Marvel Netflix, quoi, de Daredevil. Et qu'est-ce que t'attends de Disney+, toi, peut-être pour la suite, parce qu'on sait qu'il y a quelques trucs qui arrivent. Il y a Agatha All Along, qui est la seule série live Marvel qui est censée sortir cette année. Et on a 2 projets d'animation potentiellement qui sortiraient cette année, donc Spider-Man Freshman Year et Wakanda Forever, il me semble. Ou, je sais pas. Oui, Wakanda Forever, je crois que ça s'appelle, oui. Non, Ace of Wakanda. Ace of Wakanda et potentiellement la saison 3 de What If. Je t'avoue qu'à titre personnel, ça me hype beaucoup moins. Surtout vu que X-Men 97, la barre qu'ils ont mis. Ouais. Je t'avoue que What If saison 3 et Eyes of Wakanda, vu que apparemment ça serait à peu près dans le même style et ce serait pas très long, ça m'intéresse vraiment pas vraiment. Alors Eyes of Wakanda, ce serait pas dans le même style. Par contre, ce serait pas très long. Effectivement. Oui, ce serait pas très long, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui a pas vraiment d'ambition. Voilà, j'ai un peu l'impression là aussi. Ça va pas être fou. Spider-Man Freshman Year, je veux peut-être laisser le bénéfice du doute. J'attends de voir vraiment des trailers, etc., de voir un peu la vibe de la série. Mais bon, moi, je n'attends qu'une série Spider-Man des années 90. Le revival, je t'avoue que bon, maintenant qu'on a eu ça, on s'en fout un peu de Freshman Year, tu vois. Et Agatha, j'espère être surpris, parce que en vrai, en y repensant, WandaVision, c'était pas si mal. Mais en fait, c'est juste que la série, t'as l'impression que c'est un spin-off de spin-off, quoi. Tu te dis bon, c'est quand même un peu dommage, quoi. En espérant que c'est vraiment dans la vibe WandaVision pour le coup. Ouais, bah moi j'attends quand même pas mal Agatha, parce que c'est l'équipe créative de WandaVision. Donc c'est Jack Schaeffer qui était déjà un peu la showrunner sur WandaVision, et je m'attends à ce qu'il y ait des trucs un peu originaux, parce qu'il y avait le truc de à WandaVision, il y avait tout ce truc original autour de faire du pastiche de vieilles séries, etc. Là, je m'attends à des chansons, à des trucs un peu sur les sorcières, un peu what the fuck, qui part un peu dans tous les sens. Je m'attends à un truc. Je pense que ça va être sympa en vrai. Je pense que ça peut être assez original. Et pour Freshman Year, si moi j'attends pas mal Freshman Year. J'ai envie d'y croire. Donc c'est cool que en fait il va y avoir une version de Spider-Man par Marvel Studios, où ils auront pas discuté avec Sony, ils vont faire leur truc à eux, et on verra ce que ça donne, quoi. C'est ça, on attendra de voir ce qu'ils donnent sur Disney+, et on va passer à Prime Video. Prime Video cette année, c'est très bizarre, parce que je pense que c'est globalement, j'ai pas eu une mauvaise série, tu vois, que j'ai regardé, parce qu'on en a vu que 3, enfin moi j'en ai vu que 3 de Prime Video, mais en même temps, ils ont des décisions internes qui m'ont un peu saoulé. Bah déjà, on peut dire, ils ont coupé Invincible en 2. Voilà, oui. Invincible, la saison 2. La première partie est sortie à la fin de l'année dernière, et ils ont sorti les 4 derniers épisodes sur tout le mois de mars, je crois, un truc comme ça, ou avril, je ne sais plus. 4 mois après. C'est ça, et en fait ça a complètement cassé la dynamique de la série.
de l'animé, quoi. Et voilà, on peut revenir sur Invincible. Voilà, moi j'aime bien Invincible, j'ai bien aimé la saison 1. La saison 2, je l'ai un peu moins aimé parce que je trouve qu'elle s'éparpille beaucoup trop. Au bout d'un moment, ça devient un peu trop, mais il y a toujours des personnages hyper intéressants, etc. Hein. Ça reste une super série, mais voilà, je la trouve un peu moins bonne que la saison 1. Et toi aussi, t'as un peu le même avis que moi, toi. Oui, on en avait parlé, on avait fait une critique, effectivement, et oui, j'étais du même avis que toi, où je trouve qu'il y avait trop d'intrigues et qu'on se perdait un peu dans un peu tout, il me semble que c'était ça le problème. Hein. Il y avait beaucoup trop d'histoires, et en fait, le fait que, en plus, c'est coupé en deux, on a l'impression qu'on n'avançait pas beaucoup dans l'histoire principale. Et des fois il y avait un côté où on avait, quand Marc, donc le personnage principal, il allait faire des trucs dans l'Atlantide, l'espèce d'Atlantide, là on se demandait pourquoi il va là. Il y avait un truc un peu bizarre, on avait l'impression des fois que l'histoire n'avançait pas et qu'il mettait des HS dans le truc, je sais pas, c'était très bizarre, je trouve, cette saison. Ouais, surtout que l'antagoniste de la saison, il est là épisode 1 et puis il reparaît épisode 8, quoi. Dernier ouais, épisode, c'est ça. Ouais. Ou alors il fait une apparition à la fin de l'épisode pour dire, ah là, je vais arriver, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'était un peu chiant le méthode de production. Et ensuite, on a eu une énorme surprise, Ista, parce qu'on s'y attendait pas du tout, les trailers donnaient pas envie, mais on a eu la série Fallout qu'on a plutôt aimé. Ouais, très bonne surprise, effectivement. À la base, les trailers, on n'était pas rassurés, et puis les gens sur les réseaux sociaux, ils se moquaient un peu. Hein. Il y avait une scène là avec la goule et tout, je me rappelle qu'ils se moquaient de la scène, parce qu'il y avait un peu d'humour et tout, mais ouais, non, au final, plutôt bonne série, juste déçu du final. Enfin, moi j'étais déçu de la résolution des intrigues, mais très bon personnage. Le personnage de la fille, je sais plus son nom exactement, mais et de la goule. Ouais, ils étaient cool. Après, j'étais moins fan du militaire, mais j'avais plutôt apprécié l'aventure, quoi. Ouais, pareil, j'ai trouvé qu'ils avaient super bien réussi à transposer à l'écran l'univers de Fallout, alors que c'est assez casse-gueule et tout, hein, mais l'ambiance était super, le ton est parfait parce que c'est comédique, un peu d'horreur, un peu noir, enfin ça joue bien avec les tons et ça marche parfaitement bien. Et les personnages, voilà, ils ont vraiment réussi à créer des nouveaux personnages dans cet univers-là, à pas forcément se reposer sur leur laurier, à reposer sur l'univers, mais à vraiment créer quelque chose de nouveau. Et ouais, tous les personnages étaient vraiment intéressants, étaient cool. Et oui, mention spéciale à la goule, à Walter Goggins. À Walter Goggins, ouais, parce que il est super dans la série. Et ouais, il y a une super production de design. Et ouais, c'est une série qui marche super bien, quoi. Ouais. Bien que les épisodes font 1 heure. Mais par contre, il faut aller sur Prime Video qui a décidé d'implanter les pubs cette année, malheureusement. Et ouais, ça, c'est de mettre des pubs pendant tout l'épisode comme Netflix. Et ça, c'est complètement regrettable, quoi. Ouais, effectivement. Bon, on a trouvé d'autres moyens de la regarder, enfin, moi personnellement. En tout cas, je suis plus sur Prime Video, quoi, en tout cas. Et t'as acheté le Blu-ray. C'est ça. Et actuellement, on va revenir rapidement, parce que la saison est en cours et c'est pas fini, mais il y a The Boys qui a repris. Voilà, The Boys, 4e saison, donc avant-dernière saison. Et pour l'instant, t'es un peu mitigé, Ista. Ouais, très mitigé. Enfin, moi, j'avais déjà un problème avec The Boys où je trouve que ça fait un peu de la provoque pour faire de la provoque. Mais c'est déjà le matériau de base qui est comme ça. Donc bon, moi, c'est un truc qui me parle pas et qui me gêne un peu. Et puis là, sur l'histoire, je suis pas du tout à fond dedans. J'avoue que j'ai un peu de mal à être à fond dans l'histoire. Même si c'est pas désagréable à suivre, c'est pas mauvais. Mais ouais, je suis pas à fond dedans, quoi. Ouais, moi je défends un peu la série. Je défends un peu la série parce que en fait je trouve que les gens sont très durs avec cette saison parce que je la trouve pas si éloignée des autres en fait parce que je porte peut-être pas The Boys dans mon cœur autant que beaucoup de gens, tu vois, parce que moi j'avais déjà des problèmes avec la saison 2, 3, même la 1 en vrai un peu, mais les saisons 2 et 3 je trouve que déjà ça tournait en rond et je trouve que cette saison avance un peu. Mais en fait, le problème de The Boys, mais qu'il y a toujours eu, c'est que toutes les storylines ne se valent pas du tout, quoi. Ouais, enfin, il y a des personnages que t'en as marre de suivre. Voilà, on reviendra à ça quand on fera la critique. Mais voilà, il y a des trucs qui sont hyper redondants, mais il y a des trucs qui avancent bien. Il y a des personnages que j'adore et puis des personnages que j'en peux plus. Enfin, du coup, ça alterne beaucoup. Mais je trouve que la série est beaucoup moins catastrophique que beaucoup de gens le disent. Même s'il y a des gens qui disent que c'est catastrophique parce que. Oui, mais après, il y a, pour des raisons, oui, un peu débiles, quoi. Un peu débile, mais voilà, je trouve qu'il y a des personnages qui s'en sortent très bien cette saison, voilà. Et Homelander, c'est toujours un plaisir. Oui, Homelander, c'est toujours le truc qui ressort un peu du lot. Mais dans la saison 3, moi, je trouvais qu'il y avait Soldier Boy qui a amené quelque chose en plus. Que là, je retrouve pas vraiment, en fait. Il y a pas vraiment de nouveaux super-héros un peu marrant ou quoi. Enfin, si, il y en a une. Il y en a deux, même. Mais, ouais, je sais pas. Enfin, moi, Soldier Boy, ça m'avait beaucoup fait rire.
Ouais, bah, il était très drôle, hein. C'est-à-dire, moi, c'était, moi, mais tu vois, moi, c'est en rétrospect, c'est que la saison 3, je l'ai vraiment pas vu passer, je me suis vraiment marré devant, mais en fait, il me reste, comme à la saison 2, il me reste pas grand chose, en fait. Ouais, Au mais final, je pense que la saison là, ce sera pareil. Hein. Je sais pas, tu vois, parce que j'ai pas vu il reste, enfin, pour moi, il reste 3 épisodes, 2 épisodes. Il peut y avoir des conséquences, des trucs là. Moi, j'y crois encore, tu vois, qu'il se passe vraiment des trucs. Le truc, c'est que le problème de la saison 3 et un peu de la saison 2, même si il y a un peu plus de trucs, c'est que t'as l'impression que ça reste au statu quo, quoi. C'est comme si s'était rien passé, quoi. Et là, j'ai bon espoir qu'à la fin de la saison 4, bah, quand je commence la saison 5, ce soit pas le même truc, quoi. Il y a des conséquences. Bon, on verra ça on en parlera quand on fera la critique. Ça se trouve, au final, il y a personne qui va mourir, rien ne va changer et ça va être encore la même chose pour la saison 5. Mais j'ai l'impression que ça se dirige vers quand même des changements, cette saison. Oui, bah après, c'est peut-être aussi une saison de transition. C'est peut-être pour ça que certaines personnes ont plus de mal aussi. Parce que la prochaine, a été confirmée combien de temps la saison finale. Dernière, ouais. Donc, bon, je pense qu'il y a aussi un peu ce côté-là qui fait que... Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour moi, la saison est nécessaire pour qu'enfin ça se finisse et que les personnages avancent. Parce que même les storylines que j'aime pas, quand même Yui, à la fin, il y a un final qui te dit que le personnage avance enfin. Enfin, que tu vois, c'est plus, on n'est plus, enfin voilà, c'est plus les boys qui refont leurs mêmes aventures encore et encore, que potentiellement ça peut changer enfin, quoi. Enfin bref, on verra ça pour plus tard. Et est-ce que tu as des séries Prime Video que tu attends? Parce que moi, je n'en vois qu'une, en fait, là, je suis en train de me dire. Prime Video, bah, je suppose que celle que j'attends aussi, c'est Batman, Caped Crusader, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, bah, la série d'animation, bah, on espère qui est repris par Boosty, mais il y a aussi des grands noms du comics comme Ed Brubaker et comment il s'appelle, je l'ai plus, bon, en tout cas il y a 2 grands noms du comics dessus. Ouais, en fait j'espère que ça va être un peu comme X-Men 97, quoi, que ça va reprendre un peu comme à l'époque, tu sais, dans l'idée ça reprend un peu ce truc là de reprendre. Après c'est pas une suite directe de Batman, la série animée, mais l'ADN sera un peu pareil, quoi. Bah, c'est ça que Bruce Timm, qui était dans la série animée, revient 30 ans après. Putain, c'est fou. Et ouais, il y a un style qui fait très penser à la série animée de Bruce Timm de l'époque, quoi. Et ouais, il y a une ambiance assez sympathique. Voilà, on espère que ouais, ce sera aussi sympathique que la série animée. Je sais pas si on aura un fil rouge, ce sera un truc épisodique, on verra bien comment ça se découle. Je pense que si, vu que tout sort d'un coup. Et il y a aussi un truc, je pense que ça va être un petit peu plus violent, parce qu'à l'époque, ils étaient limités pour passer à la télé, tout ça, ils devaient rester en classification pour les enfants, quoi, avec la série d'animation. Et là, bah, ce qu'a fait X-Men 97, pareil, il est passé en PG-13. Là, je pense que c'est pas pareil, ça va être une série un peu PG-13, quoi. Oui. Pour qu'il y ait un peu plus de violence, les auteurs puissent se lâcher un peu plus. En tout cas, on a hâte de voir ça. Et ben on va passer à Netflix, Ista, mais je pense que ça va être rapide puisque en fait on n'a rien vu. J'ai rien vu en tout cas, moi. Ouais, je sais pas. Je n'ai rien vu non plus. Je n'ai rien vu des trucs Netflix qui sont sortis cette année. Pourtant il y a eu quelques événements Netflix, mais je n'ai rien vu. Il y a eu l'événement Avatar, le dernier maître de l'air, qui est sorti et qui a plutôt bien marché, je crois, qui a été plutôt pas mal. Mais la série me donnait pas du tout envie, et vu les retours, j'étais franchement, mais moi après, nous on en a parlé dans notre débat sur les plateformes, mais les séries Netflix, ouais, on a un problème. Les séries live, en tout cas, les séries live action Netflix me donnent pas du tout envie de me plonger dedans, quoi. Même s'il y reste des bonnes séries, j'en suis sûr, et il y a des séries qui ont l'air vraiment pas mal, mais j'arrive pas à me lancer dedans parce que c'est Netflix, je sais pas, ça me rebute en fait. Ah, ça me rebute aussi. Après Avatar, j'ai vu beaucoup d'extraits sur Twitter et il y a beaucoup de gens qui se moquaient comme de la série, hein. Donc elle avait pas l'air folle, hein, donc bon. Oui, ça a l'air vraiment pas fou pour le coup, et on avait le même problème avec le problème à 3 corps, qui là pour le coup n'a sûrement pas rencontré le succès désiré. Ouais. La série des showrunners de Game of Thrones, et ouais, en fait, j'ai l'impression que la hype, mais même comme Avatar, hein, la hype a l'air descendue très vite, hein, j'ai l'impression. Bah, c'est le problème des séries Netflix, quoi. Ça sort un week-end et puis après c'est fini. Mais j'ai quand même l'impression que sur le problème de 3 corps, il y a eu un truc un peu clivant. Il y a des gens, ils ont adoré, ils ont dit c'est génial, et les gens ils ont dit c'est vraiment nul. Ouais. Ouais, c'était compliqué là. Et ouais, bah moi ça m'a pas du tout donné envie parce que les retours étaient vraiment pas dithyrambiques comme ça. Et moi, vraiment, pour que je regarde une série Netflix, il faut vraiment que les retours soient vraiment bons. Parce que je me dis, les séries Netflix, ils sont longues. En plus, ils durent, putain, les épisodes sont plus d'1 heure. Si je me tape ça, je vais m'ennuyer au possible, quoi. Ouais, et la seule série que j'aurais pu regarder, c'était Baby Reindeer. Voilà, ouais, ces épisodes sont courts, en français, qui a été... Parce que les épisodes sont assez courts et que la série a eu un succès d'elle-même, tu vois. C'est ça, en général, les bonnes séries Netflix, c'est ça, c'est des séries qui popent un peu de nulle part et que les gens font ah putain ça c'est vachement bien, et le bouche à oreille se fait et voilà quoi. Et ça a vraiment fait un putain de bouche à oreille, et je crois que c'est genre 6 ou 7 épisodes
de hyper court, quoi. Donc peut-être je m'y plongerai cette année, mais je ne garantis rien, quoi. Ouais, bah oui, peut-être moi aussi. Mais en tout cas, je trouve que ça, cette série, on entend encore parler maintenant, tu vois. Ça, j'ai entendu parler. Il y a des histoires en plus avec. C'est tiré d'une histoire vraie. La femme, elle est toujours en vie et qui veut partir en procès ou je sais pas quoi. En tout cas, on entend encore parler de cette série, je trouve. Oui, bah, elle a marqué vraiment les gens, là, pour le coup. C'est pas une adaptation d'un truc où forcément les gens allaient regarder. Voilà, mais là, ça marche plutôt bien, quoi. Et, est-ce qu'il y a des trucs cette année qui sortent sur Netflix que t'attends? Bah, peut-être la série d'animation Terminator. Voilà, c'est pourquoi pas. Voilà, j'aime bien Terminator, il y a une série d'animation, ça peut m'intéresser à voir, ça peut être cool. Donc sur les animations, on sait qu'ils sont pas trop dégueux. Il y a il y a une Tomb Raider aussi. Enfin, il y a tous les trucs un peu geeks comme ça. Je pense que je vais regarder au moins par curiosité. Après, est-ce que j'attends vraiment un truc sur Netflix? Pas trop, quoi. Mais de toute façon, ils ont pas de gros trucs qui doivent sortir cette année, je crois, non? Si Squid Game saison 2 en décembre. Oui, bah ça va être la grosse série, et ça je vais regarder, parce que j'ai regardé la saison 1, même si on s'attend à ce que la saison 2 soit potentiellement moins bonne que la saison 1, mais je ne demande qu'à être surpris. Et par contre, il y a la série d'animation de Zack Snyder que t'attends aussi, là. T'es plutôt intéressé? Ah là. oui, je suis intéressé, sans être non plus hype, quoi, mais ouais, curieux. Bah, on sait que de toute façon Netflix, l'animation ils gèrent plutôt bien, parce qu'on se plaint beaucoup des films et des séries live, mais en vrai l'animation, que ce soit en film ou en série, c'est plutôt pas mal. On avait beaucoup aimé Scott Pilgrim, etc. Donc je regarderai peut-être 1 ou 2 séries d'animation cette année sur Netflix, mais ouais. rien de fou. Et on va finir avec HBO, mais là ça va aller assez vite, puisque pour l'instant il n'y a que House of the Dragon qui est en train d'être diffusé. Et moi c'est le coup de cœur. Enfin, moi je trouve, ils m'ont réaccroché direct avec la saison 1 et la saison 2. Plus elle avance, plus je suis dedans. Et moi, cet univers, je trouve, voilà, j'ai l'impression qu'ils savent parfaitement où ils vont, et que, voilà, les acteurs, les décors, la réal, il y a toujours, et puis l'histoire est super. C'est l'histoire de famille. Moi, je suis tellement investi dedans, je trouve ça super. Je trouve qu'ils ont bien réussi pour l'instant à griser un peu la zone de qui on n'aime pas. Enfin, même si je suis quand même toujours Team Black, mais je trouve que les personnages, ils ont vraiment quelque chose d'assez gris, ils ont vraiment de la substance, et voilà, c'est vraiment une marque de bonne série. C'est quand tous les personnages, t'arrives à les comprendre, ils sont tous intéressants, et vraiment, je trouve que à Game of Thrones, ils ont pas House of Dragon, ils ont pas leur pareil pour faire, quoi. C'est vraiment super. Même si toi, t'es un peu moins emballé par la série. Ouais, en vrai, je suis quand même un petit peu d'accord avec toi sur plusieurs points, mais ouais, notamment ce que tu dis sur les personnages. C'est vrai que tous les personnages sont intéressants, qu'on a envie de les suivre, que c'est pas, que ouais, c'est plutôt bien écrit. C'est une série qui est bien écrite et tout. Mais moi, je vais pas mentir, je m'ennuie un peu, quoi. Je m'ennuie. Le premier épisode, j'avais quand même plutôt accroché de la saison 2. Je sais qu'il avait passé plutôt vite, mais après j'ai eu plus de mal sur les 2 après. Après, je m'attends quand même peut-être à un sursaut, peut-être la semaine prochaine. De la série. Pour moi, ça manque peut-être un peu d'action pour que je sois à fond dedans, je sais pas. Mais ouais, je suis pas à fond dedans. Je trouve pas ça mauvais. Je trouve ça, comme je disais, je trouve ça plutôt bien écrit, mais ouais, je sais pas. Il me manque un truc. Je saurais pas vraiment dire ce que c'est, mais il me manque un truc. Ok, on en discutera à la fin de la série, on fera l'épisode. Et par contre, là, il y a pas mal de séries de prévues par HBO, Warner cette année. Ouais. Et qu'est-ce que tu attends du coup? Oui, il y a la série sur Dune chez HBO, il y a la série sur Pingouin, surtout le Pingouin en fait, parce que c'est lié à Batman, donc ça c'est peut-être quelque chose que j'ai très très envie de voir. Après je sais plus, parce que la série Dune aussi ça me rend curieux effectivement, mais après oui. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai en tête, parce que je crois que les autres c'est plus pour les années d'après, Harry Potter, alors oui, tout ça, mais après il y a aussi Creature Commando que oui, potentiellement on peut sortir cette année. Et que toi tu attends parce que c'est dans la série, le DCU. C'est la première, ouais, ce serait la première production du DCU effectivement. Donc ouais, je suis très curieux, et puis j'ai envie de voir ces personnages un peu loufoques pour l'instant on a juste vu en dessin, quoi. On les connaît pas, mais bon, c'est très James Gunn parce qu'il va chercher des persos un peu bizarres, mais très très envie de voir ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui l'a écrite, la série. Donc très très curieux. Ouais. Ça peut être, on va bien manger, je pense, au niveau Warner, parce que House of Dragon me parle bien. De Pingouin, je l'attends quand même pas mal. J'ai l'impression que ça va être un peu quali. Dune, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais ouais, Creature Commando, là, tu vois, à la fin de l'année, je pense que ouais, les 4 séries là, Warner, je les aurais vues. En tout cas, je suis impatient de les voir, tu vois, pour le coup. Ouais, je suis plutôt hype aussi. J'ai très envie de voir tout ça. Et voilà, on en a terminé. Yes.
Et bah voilà, on espère que ce bilan de mi-année vous aura plu. Voilà, cet épisode en 2 parties. On espère que voilà, vous abonniez à la selon votre plateforme de streaming. Voilà, vous nous mettiez les 5 étoiles, le petit pouce en l'air, vous connaissez, ça fait toujours plaisir. Que vous nous suivez sur les réseaux sociaux La Nuit des Sorties, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour des critiques sur des news, sur l'actualité, etc. Et voilà, Ista, on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.